L'histoire commence dans l'obscurité des banquets vikings du Jomsborg, cette forteresse légendaire où les guerriers les plus redoutables se rassemblaient pour boire et préparer leurs raids. C'était vers 960 et Harald à la dent bleue, roi du Danemark, participait à l'une de ces festivités où l'alcool coulait à flot. Pour tenir compagnie à ce souverain puissant, on lui avait assigné une femme du nom d'Esa Saum, qu'on surnommait l'Ourlet ou la couturière. Elle était d'origine modeste, rien qui puisse laisser présager qu'elle porterait en son ventre le futur conquérant de l'Angleterre. Quand Esa découvrit qu'elle était enceinte, elle se confia à Palnatoki, le chef redouté des Jomsvikings. Ce dernier comprit immédiatement l'opportunité qui se présentait. Un fils illégitime d'Harald pourrait devenir un atout majeur dans les jeux de pouvoir qui agitaient la Scandinavie. Mais Harald, ce roi qui venait d'imposer le christianisme à son peuple, ne voulait rien savoir de ce bâtard. Pour lui, cet enfant né hors mariage représentait une tache sur son image de souverain chrétien. Sven grandit donc dans l'ombre, sans reconnaissance paternelle, élevé loin des fastes de la cour danoise. Cette humiliation forge son caractère dès l'enfance. Pendant que son père construisait des églises et se pavanait comme le premier roi chrétien du Danemark, Sven vivait avec le poids d'être l'enfant qu'on refuse de regarder. Palnatoki, voyant le potentiel du jeune homme, entreprit de l'éduquer dans les arts de la guerre et de la stratégie. Il lui racontait les exploits des grands guerriers vikings, nourrissant en lui une soif de gloire et de reconnaissance. Les années passèrent, et Sven se transforma en un guerrier redoutable. Grand et fort, il portait une moustache distinctive taillée en fourche, une mode anglaise de l'époque qui lui valut son surnom. Cette barbe fourchue devint sa marque, le symbole d'un homme qui refusait de se plier aux conventions. Contrairement à Harald qui avait embrassé le Christ, Sven restait fidèle aux anciens dieux. Thor, Odin, Freya, c'étaient eux qui guidaient ses pas le dieu des prêtres venu de l'Empire germanique. Harald à la dent bleue avait transformé le Danemark. Il avait unifié le royaume, construit des forteresses circulaires impressionnantes comme Trelleborg, Agersborg et Firkat. Ces camps militaires témoignaient d'une organisation sans précédent dans le monde viking. Il avait développé le commerce, frappé de la monnaie, établi des ponts et des routes. Mais tout cela avait un prix énorme. Les chefs locaux, autrefois puissants, se voyant dépossédés de leur autorité. Les temples païens fermèrent leurs portes. Les prêtres chrétiens venus de Germanie s'installaient partout, imposant leurs lois et leurs coutumes. Les nobles danois grondaient. Pour eux, Harald s'était vendu aux Allemands, à l'empereur Otton, qui rêvait de contrôler le Nord. Ils voyaient leurs traditions ancestrales s'effacer sous les coups de marteau des bâtisseurs d'églises. C'est dans ce climat de tension que Sven, maintenant adulte et reconnu comme guerrier capable, devint le porte-étendard de tous ceux qui rejetaient des transformations d'Harald. Vers 983, la révolte éclata. Sven, soutenu par l'aristocratie païenne et les chefs mécontents, leva l'étendard de la rébellion contre son propre père. Ce ne fut pas simplement un coup d'État, mais une guerre civile qui déchira le Danemark. D'un côté, Harald et ses partisans chrétiens, soutenus par les Allemands. De l'autre, Sven et ceux qui voulaient revenir aux anciennes valeurs vikings. Les batailles se succédèrent pendant plusieurs années. Harald, qui avait passé sa vie à construire, se retrouvait à détruire pour maintenir son pouvoir. Mais Sven était jeune, vigoureux, et il avait la rage de celui qui a tout approuvé. En 986, lors d'un affrontement décisif, Harald fut gravement blessé. Vaincu par son propre fils, humilié, le roi chrétien dut fuir. Il chercha refuge chez les Wend, en Poméranie, où il mourut peu après de ses blessures. Certaines sources racontent qu'il se serait réfugié au Jomsborg même, bouclant ainsi un cycle ironique, mourant dans le lieu où son fils avait été conçu. Sven venait d'accomplir l'impensable, renverser son père et s'emparer du trône du Danemark. Les chroniqueurs chrétiens, horrifiés, le dépeignirent comme un monstre, un nouveau Judas qui avait trahi son père. Adam de Brême écrivit que Sven avait été puni par Dieu et condamné à 14 ans d'exil, errant de pays en pays, rejeté partout sauf en Écosse auprès d'un roi païen. Mais ces récits sont probablement de la propagande. Les preuves montrent que Sven était bel et bien au Danemark dès 993, réglant des querelles entre vassaux sur l'île de Segerø.
Une fois sur le trône, Sven montra qu'il n'était pas qu'un simple rebelle. Il hérita de l'ambition paternelle, mais la canalisa différemment. Il expulsa les clercs chrétiens qu'il considérait comme des agents de l'impérialisme germanique, restaurant temporairement les cultes païens. Mais paradoxalement, il ne détruisit pas tout ce que son père avait construit. Les forteresses, l'organisation militaire, le système de commerce, tout cela resta en place. Sven comprit que pour dominer, il fallait une structure forte. Sa première grande manœuvre diplomatique fut son mariage. Il épousa d'abord la fille du duc de Pologne, consolidant ainsi ses frontières orientales. Mais ce mariage ne dura pas. Il répudia cette première épouse pour s'unir à Sigrid Storoda, une princesse norvégienne, veuve du roi Éric de Suède. Ce mariage était un coup de maître politique. Sigrid lui apportait non seulement une connexion avec la Suède à travers son fils Olof, mais elle avait aussi une influence considérable dans les cercles royaux scandinaves. Sigrid n'était pas une femme ordinaire. Les sagas la surnommaient la hautaine et la décrivaient comme ambitieuse, calculatrice et impitoyable. Elle devint la conseillère de Sven, celle qui soufflait à son oreille des plans de conquête et de domination. C'est elle qui, selon certaines sources, poussa Sven à affronter Olaf Tryggvason, le roi de Norvège, un homme qui avait eu l'audace de proposer à Sigrid de se marier avec lui à condition qu'elle abandonne ses dieux païens. Elle l'avait giflé en réponse, jurant qu'il le paierait cher. L'an 1000 marqua un tournant. Olaf Tryggvason, roi de Norvège, était un chrétien fervent qui tentait d'imposer sa religion à coups d'épée. Il avait unifié une grande partie de la Norvège et représentait une menace directe pour l'influence danoise dans la région. Sven, qui contrôlait déjà le Danemark, voulait la Norvège. Sigrid voulait se venger d'Olaf. Le roi de Suède, Olof Skotkonung, voulait étendre son territoire. Et Erik Håkonsson, un jarl norvégien que son propre roi avait dépossédé, voulait récupérer ses terres. Ces 4 personnages formèrent une alliance mortelle. Ils préparèrent un piège digne des plus grandes stratégies militaires. Pendant l'été, Olaf Tryggvason menait une expédition dans la partie orientale de la Baltique. Sur le chemin du retour, alors qu'il naviguait tranquillement avec sa flotte de 71 navires, l'Alliance l'attendait près de l'île de Svolder. Le plan était simple mais brillant. Ils avaient corrompu Sigvald, le chef des Jomsviking qui accompagnait Olaf. Ce traître convainquit le roi norvégien qu'aucun danger ne le guettait. Quand la flotte norvégienne passa devant le mouillage des Alliés, Sigvald déserta avec ses navires. Les bateaux d'Olaf défilaient en longues colonnes désordonnées. Sven et ses alliés laissèrent passer la majorité des navires norvégiens, attendant patiemment que le roi lui-même apparaisse en arrière-garde avec ses meilleurs vaisseaux. Le 9 septembre, l'embuscade se referma. Olaf se retrouva avec seulement 11 navires contre une flotte bien supérieure en nombre. Il aurait pu fuir, utiliser ses voiles et ses rames pour distancer l'ennemi. Mais il choisit de se battre comme un vrai guerrier viking. La bataille de Svolder fut épique. Pendant des heures, les dracars s'entrechoquèrent. Les haches fendaient les boucliers, les épées tranchaient la chair, le sang colorait les eaux de la Baltique. Le moment décisif arriva, quand l'arc d'Einar Tambarskjælfir, l'un des meilleurs archers d'Olaf, se brisa au moment de tirer. Le roi demanda ce qui s'était cassé. « La Norvège de tes mains, roi !» répondit Einar. Cette phrase prophétique se réalisa rapidement. Submergé par le nombre, voyant ses hommes tomber un par un, Olaf Tryggvason fit un choix spectaculaire. Plutôt que d'être capturé, il sauta par-dessus bord dans son armure complète et se noya. La légende raconte qu'au dernier moment, des flammes célestes l'entourèrent et qu'il disparut dans une lumière divine, mais la réalité fut probablement moins glorieuse. La victoire de Svolder donna à Sven le contrôle du sud de la Norvège. Il plaça Erik Håkonsson comme jarl pour gouverner la région en son nom. Le reste de la Norvège fut partagé entre lui et le roi de Suède. Sven était maintenant le souverain le plus puissant de Scandinavie, dominant à la fois le Danemark et une grande partie de la Norvège. Mais Sven avait des vues encore plus ambitieuses. Depuis 991, les Vikings danois menaient des raids dévastateurs sur l'Angleterre. Cette année-là, à la bataille de Maldon, une force viking avait écrasé les défenseurs anglo-saxons. Le roi Ethelred II, qu'on surnommerait plus tard le Malavisé, ne savait pas comment stopper ces invasions.
Sa seule stratégie consistait à payer les Vikings pour qu'ils s'en aillent, le fameux Dangeld, l'or des Danois. En 994, Sven lui-même mena une grande expédition avec Olaf Tryggvason avant qu'ils ne deviennent ennemis mortels. Ils assiégèrent Londres mais ne parvinrent pas à prendre la ville. Ethelred paya 16 000 livres d'argent pour les faire partir. C'était une somme colossale qui vida les coffres du royaume. Mais cet argent, loin de résoudre le problème, ne fit qu'encourager d'autres raids. Les Vikings comprirent qu'on pouvait s'enrichir sans même avoir à se battre vraiment. Pendant les années qui suivirent, Sven resta relativement discret concernant l'Angleterre, occupé à consolider son pouvoir en Scandinavie et à préparer la bataille de Svolder. Mais en 1002, Ethelred commit l'erreur qui allait sceller son destin. Désespéré par les raids incessants et paranoïaque quant à la loyauté des Danois établis en Angleterre, il ordonna un massacre général. Le 13 novembre 1002, jour de la Saint-Brice, l'ordre d'Ethelred fut exécuté. Partout en Angleterre anglo-saxonne, hors du Danelaw où les Danois étaient trop nombreux pour être attaqués, les colons danois furent massacrés. À Oxford, les Danois qui tentèrent de se réfugier dans l'église Saint-Frid-Swede furent brûlés vifs quand les habitants mirent le feu aux bâtiments. Les récits parlent de femmes et d'enfants pourchassés dans les rues, de familles entières égorgées, de maisons pillées et incendiées. Parmi les victimes, selon une tradition tardive rapportée par Guillaume de Malmesbury un siècle plus tard, se trouvait Gunhild, que certains disaient être la sœur de Sven. Elle était mariée à Palig Toketsen, un Danois qu'Ethelred avait fait comte de Devon avant qu'il ne le trahisse. L'histoire de Gunhild est controversée. Les historiens modernes doutent qu'elle ait vraiment existé. Aucune source contemporaine ne la mentionne, mais qu'elle soit réelle ou mythique importe peu. Le massacre de la Saint-Brice fut bien réel et suffisamment horrible pour justifier une vengeance terrible. Quand la nouvelle parvint à Sven au Danemark, sa rage fut monumentale. Les chroniques rapportent qu'il jura de faire payer à Ethelred chaque goutte de sang danois versée. En 1003, moins d'un an après le massacre, Sven lança sa première grande campagne de représailles. Il débarqua avec une flotte massive et ravagea systématiquement le sud de l'Angleterre et l'East Anglie. Ce ne furent plus de simples raids vikings à l'ancienne mode. Sven menait une guerre d'anéantissement calculée. Ses hommes brûlaient les récoltes, détruisaient les villages, massacraient ceux qui résistaient et emmenaient en esclavage ceux qui se rendaient. Ethelred, incapable d'organiser une défense efficace, ne savait que payer encore et encore. En 1004, après qu'une armée anglaise menée par Ulf Sittel eut réussi à infliger de lourdes pertes aux Danois, Ethelred crut pouvoir respirer. Mais ce répit fut de courte durée. En 1006, Sven revint avec encore plus d'hommes. Cette fois, il ne se contenta pas de piller les côtes. Il s'enfonça profondément dans les terres, démontrant que nulle part en Angleterre n'était à l'abri. En 1007, les Anglais durent payer 36 000 livres pour obtenir la paix, plus du double de ce qu'ils avaient payé en 994. L'Angleterre saignait, son économie s'effondrait sous le poids des tribus. En 1009 arriva un nouveau joueur sur l'échiquier, Thorkel le Grand, un chef de guerre danois qui menait sa propre flotte indépendante. Pendant 3 ans, de 1009 à 1012, Thorkel ravagea l'Angleterre de fond en comble. On ne sait pas exactement quelle était sa relation avec Sven. Certains pensent qu'il agissait pour son compte, d'autres qu'il menait sa propre entreprise. Mais le résultat fut le même. L'Angleterre brûlait. En 1010, Canterbury tomba. Thorkel captura Elfhea, l'archevêque de Canterbury, l'homme le plus saint d'Angleterre après le roi lui-même. Il exigea une rançon énorme. Quand Elfhea refusa que ses fidèles peinent pour sa libération, les Vikings le massacrèrent lors d'un banquet drunken, le lapidant avec des os de bœuf et des crânes de bétail avant de l'achever à coups de hache. Ce meurtre horrifia même certains Vikings. Thorkel lui-même aurait tenté de l'empêcher et, dégoûté par cet acte, passa au service d'Ethelred en 1012. Mais le mal était fait. L'Angleterre était à genoux. Entre 1009 et 1012, le royaume avait payé 48 000 livres supplémentaires en tribut. Les coffres étaient vides, les armées défaites, le moral en ruine. Ethelred avait tenté toutes les stratégies possibles. Il s'était allié avec la Normandie en épousant Emma, la fille du duc Richard II. Il avait essayé d'acheter la loyauté de chefs vikings. Il avait même tenté d'organiser une défense de Londres en 1009 et avait réussi à contenir Thorkel,
mais sans oser l'attaquer vraiment. Rien ne fonctionnait. C'est dans ce contexte de chaos total que Sven prit sa décision finale. Il avait ravagé l'Angleterre pendant une décennie. Il avait pris son or, brûlé ses villes, tué ses soldats. Maintenant, il allait prendre sa couronne. En 1003, à l'été, Sven lança l'invasion qui allait changer l'histoire de l'Angleterre pour toujours. Cette fois, Sven ne venait pas piller. Il venait conquérir. Il laissa son fils aîné Harald gouverner le Danemark et emmena avec lui son second fils, Knut, un jeune homme de 18 ans destiné à devenir l'un des plus grands rois de l'histoire. La flotte danoise qui traversa la mer du Nord était massive, composée de centaines de dracars portant des milliers de guerriers aguerris. Sven débarqua sur la côte est de l'Angleterre, en Northumbrie. La stratégie était brillante. Au lieu d'attaquer immédiatement le cœur du royaume, il commença par les régions où les Danois s'étaient établis depuis des décennies, le Danelaw. Ces colons danois, qui avaient vécu le massacre de la Saint-Brice 11 ans plus tôt, accueillirent Sven comme un libérateur. Ville après ville, les portes s'ouvraient devant lui. Il n'avait même pas besoin de se battre. De Northumbrie, Sven descendit méthodiquement vers le sud. Partout où il passait, les nobles locaux faisaient leur soumission. Certains par peur, d'autres par calcul politique, beaucoup parce qu'ils en avaient assez de l'incompétence d'Ethelred. Oxford se rendit sans combattre. Winchester, l'ancienne capitale du Wessex, ouvrit ses portes. Bath tomba. La progression de Sven ressemblait plus à une parade triomphale qu'à une invasion militaire. Ethelred, désespéré, se réfugia à Londres avec ce qui restait de son armée. La capitale était la dernière forteresse du royaume anglo-saxon. Ses murs épais et sa position sur la Tamise en faisaient une cible difficile. Quand Sven arriva devant Londres, il trouva les portes fermées et les remparts garnis de défenseurs déterminés. Pour la première fois depuis le début de l'invasion, il rencontra une vraie résistance. Sven tenta un assaut direct mais fut repoussé. Les Londoniens se battirent avec courage, sachant que la chute de leur ville signifierait la fin du royaume. Mais Sven était patient. Il ne força pas la bataille. Au lieu de cela, il contourna Londres et continua sa conquête du reste de l'Angleterre. Il prit le contrôle de toutes les terres environnantes, isolant complètement la capitale. Londres se retrouva assiégée, coupée du reste du pays. Pas d'approvisionnement, pas de renfort, pas d'espoir. Les semaines passèrent et la situation devint intenable. À l'intérieur des murs, la population souffrait de la faim. À l'extérieur, l'armée de Sven campait tranquillement, attendant que la ville tombe comme un fruit mûr. Fin 1033, les nobles londoniens comprirent que résister davantage était inutile. Ethelred lui-même voyait la situation sans issue. En décembre, le roi déchu s'enfuit en Normandie avec sa femme Emma et leurs enfants, abandonnant son royaume. C'était l'humiliation finale pour un roi qui avait régné pendant 35 ans. Quand la nouvelle de la fuite d'Ethelred parvint à Londres, la résistance s'effondra. Les portes de la ville s'ouvrirent. Sven à la barbe fourchue entra en triomphe dans la capitale de l'Angleterre. Le 25 décembre 1013, jour de Noël, le Witan, l'assemblée des grands du royaume, se réunit et proclama Sven roi d'Angleterre. C'était l'accomplissement d'une vie de combat et d'ambition. Le fils bâtard qui avait renversé son propre père, le roi viking qui avait dominé la Scandinavie, venait de conquérir l'un des royaumes les plus riches d'Europe. Sven contrôlait maintenant un empire qui s'étendait du Danemark à l'Angleterre, englobant une partie de la Norvège. Il était au sommet de sa puissance, le souverain le plus redouté du Nord. Il s'installa à Gainsborough, dans le Lincolnshire, une région du Danelaw où il savait pouvoir compter sur le soutien de la population danoise. De là, il commença à organiser son nouveau royaume. Il distribua des terres à ses fidèles guerriers, établit des garnisons dans les villes stratégiques, nomma des administrateurs pour collecter les taxes. Sven n'était pas qu'un guerrier, il savait aussi gouverner, une leçon qu'il avait apprise malgré lui de son père Harald. Mais le destin avait d'autres plans. Le 3 février 1014, après seulement 5 semaines de règne sur l'Angleterre, Sven mourut brusquement à Gainsborough. Les sources ne précisent pas la cause exacte de sa mort. Certains parlent de maladie, d'autres suggèrent qu'il aurait été assassiné. D'autres encore évoquent une mort naturelle, peut-être une crise cardiaque. Les chroniqueurs chrétiens, bien sûr,
y virent la main de Dieu punissant le païen qui avait osé s'emparer d'un royaume chrétien. Une légende tardive raconte que Sven serait mort tué par le fantôme de saint Edmond, un roi d'Est Anglie martyrisé par les Vikings au IXe siècle. Selon ce récit, Sven aurait profané des églises et menacé de détruire le sanctuaire de saint Edmond à Bury. Le saint serait apparu en vision et aurait transpercé Sven de sa lance. Cette histoire est pure invention, une tentative de donner un sens chrétien à une mort qui n'avait probablement rien de surnaturel. La mort de Sven plongea son empire nouvellement conquis dans le chaos. Sa dépouille fut rapidement rapatriée au Danemark pour y être enterrée, probablement à Roskilde, bien que sa tombe n'ait jamais été retrouvée avec certitude. Son fils aîné Harald II hérita du Danemark, tandis que son fils cadet Knut fut proclamé roi d'Angleterre par la flotte danoise qui l'accompagnait. Mais les Anglo-Saxons n'acceptèrent pas ce jeune roi de 19 ans. Dès qu'ils apprirent la mort de Sven, les nobles rappelèrent Ethelred de son exil en Normandie. Le roi déchu revint avec une armée et Knut, encore inexpérimenté et sans le soutien de son père, dut se replier au Danemark. Avant de partir dans un acte de cruauté calculée, il fit couper le nez, les oreilles et les mains de tous les otages anglais qu'il détenait. Un message clair qu'il reviendrait. Et il revint. En 1015, Knut lança une nouvelle invasion avec une armée encore plus grande que celle de son père. Cette fois, il trouva face à lui non plus le faible Ethelred, mais son fils Edmond Côte de Fer, un guerrier valeureux qui donna aux Danois le combat le plus difficile qu'ils aient jamais connu en Angleterre. Pendant plus d'1 an, les deux hommes s'affrontèrent dans une série de batailles sanglantes qui dévastèrent le royaume. La bataille décisive eut lieu le 18 octobre 1016 à Assandun, dans l'Essex. Knut écrasa l'armée d'Edmond dans un affrontement terrible. Quelques semaines plus tard, Edmond Côte de Fer mourut dans des circonstances mystérieuses, peut-être assassiné, peut-être de blessures reçues au combat. Knut devint alors le roi incontesté d'Angleterre, achevant ainsi la conquête que son père avait commencée. Mais Knut se révéla bien plus qu'un simple conquérant. Il épousa Emma de Normandie, la veuve d'Ethelred, unifiant symboliquement les deux lignées. Il traita les Anglo-Saxons avec respect, conserva leurs lois et leurs traditions, promut l'Église chrétienne. En 1008, à la mort de son frère Harald, il hérita également du Danemark. En 1028, il conquit la Norvège. Knut le Grand régna sur un empire de la mer du Nord qui englobait l'Angleterre, le Danemark, la Norvège et une partie de la Suède. Cet empire ne lui survécut pas longtemps, il s'effondra après sa mort en 1035. Mais pendant près de 20 ans, la mer du Nord fut un lac danois, et tout cela grâce aux fondations posées par Sven à la barbe fourchue. Sans sa conquête de 1003, sans sa victoire à Svolder, sans sa décennie de raids qui avait affaibli l'Angleterre, rien de cela n'aurait été possible. Qui était vraiment Sven à la barbe fourchue? Les sources qui nous parlent de lui sont rares et souvent contradictoires. Les chroniqueurs chrétiens le dépeignirent comme un monstre païen, un fils ingrat qui avait tué son père, un tyran sanguinaire qui brûlait les églises. Adam de Brême, en particulier, noircit son portrait, insistant sur ses persécutions contre les chrétiens et son retour supposé au paganisme. Mais la réalité était plus complexe. Sven commença effectivement comme un opposant au christianisme, renversant son père précisément parce que Harald avait imposé cette nouvelle religion. Dans les premières années de son règne, il expulsa les prêtres chrétiens et restaura les cultes païens. Mais avec le temps, sa position évolua. Vers la fin de sa vie, Sven lui-même se tourna vers le christianisme. Lors de sa conquête de l'Angleterre, il se présenta non pas comme un païen destructeur, mais comme un souverain légitime venant remplacer un roi incompétent. Il invite même des prêtres de Hambourg à venir en Angleterre, montrant qu'il comprenait l'importance politique de l'Église. Ce pragmatisme religieux, combattre le christianisme quand il servait les intérêts germaniques, l'adopter quand il servait ses propres ambitions, témoigne d'un homme bien plus subtil que l'image du barbare assoiffé de sang. Sur le plan militaire, Sven fut un stratège brillant. Sa victoire à Svolder démontra sa capacité à forger des alliances et à planifier des opérations complexes. Son invasion de l'Angleterre en 1003 fut un modèle d'efficacité, commençant par sécuriser les bases de soutien dans le Danelaw
avant de progresser méthodiquement vers le sud. Il sut éviter les batailles inutiles, acceptant les redditions quand c'était possible, ne recourant à la force que lorsque nécessaire. Comme administrateur, il hérita des talents de son père. Les camps militaires qu'Harald avait construits restèrent en place sous Sven, assurant une armée bien entraînée et disciplinée. Il maintint le système de commerce et la frappe de monnaie. Il fut même le premier roi danois à faire frapper des pièces à son effigie, avec l'inscription « Sven, Rex ad Dener » Sven, roi des Danois. Ces pièces témoignent d'un souverain qui comprenait l'importance des symboles du pouvoir. Sa vie personnelle reste mystérieuse. Au-delà de Sigrid Storoda et de sa première épouse polonaise, nous savons peu de choses sur ses relations. Il eut au moins 4 enfants. Harald II, Knut, une fille nommée Gyda, qui épousa le jarl Erik Håkonsson, et Estrid, dont les descendants devinrent les rois du Danemark pour les siècles à venir. Chacun de ces mariages et alliances familiales témoigne d'un homme qui pensait à long terme, construisant un réseau d'alliances qui garantirait la survie de sa dynastie. L'impact de Sven sur l'histoire européenne fut considérable. Sa conquête de l'Angleterre changea fondamentalement la politique de l'île. Même après le retour temporaire d'Ethelred et la dynastie anglo-saxonne, l'Angleterre ne fut plus jamais la même. La présence danoise massive établie sous Sven et renforcée sous Knut transforma la culture, la langue et la société anglaise. Des milliers de mots scandinaves entrèrent dans la langue anglaise. Des noms de lieux dans le nord et l'est de l'Angleterre témoignent encore aujourd'hui de cette influence. Tous les noms se terminant par « by », ville, torp, hameau, thwaite, clairière, sont d'origine scandinave. Des systèmes juridiques, des pratiques commerciales, des technologies maritimes, tout cela fut importé par les Danois. Plus important encore, la conquête de Sven prépara le terrain pour la conquête normande de 1066. Les Normands eux-mêmes étaient des descendants de Vikings qui s'étaient établis en France au Xe siècle. Quand Guillaume le Conquérant envahit l'Angleterre en 1066, il marchait dans les pas de Sven, utilisant des tactiques similaires, exploitant des faiblesses similaires. Emma de Normandie, qui avait été l'épouse d'Ethelred puis de Knut, était la grand-tante de Guillaume. Les liens familiaux tissés par ces conquêtes vikings reliaient toute l'Europe du Nord. Au Danemark même, Sven est reconnu comme l'un des plus grands rois de l'histoire nationale. Il transforma le Danemark d'un royaume régional en une puissance européenne majeure. Son règne marqua l'apogée de la puissance viking, le moment où ces guerriers du Nord n'étaient plus de simples raiders, mais des bâtisseurs d'empires. La mort prématurée de Sven à Gainsborough fut une tragédie pour ses ambitions. Avec seulement quelques mois de plus, il aurait pu consolider sa conquête de l'Angleterre, établir une administration stable, assurer une transition en douceur vers Knut. Au lieu de cela, sa mort précipitée replongea le royaume dans le chaos et força Knut à tout recommencer. Mais même dans la mort, l'ombre de Sven plana sur l'Europe du Nord pendant des décennies. Son fils Knut gouverna selon les principes que son père avait établis. Ses petits-enfants régnèrent sur le Danemark, l'Angleterre et la Norvège. Son arrière-arrière-petit-fils Sven II Estridsen devint roi du Danemark en 1087 et fonda une dynastie qui dura des siècles. La mémoire de Sven fut cependant compliquée par les récits des chroniqueurs chrétiens. N'ayant pas de successeur immédiat qui aurait pu commander des monuments à sa gloire, Sven ne bénéficia pas de la propagande posthume dont jouirent d'autres rois. On ne sait même pas avec certitude où il fut enterré. Aucune saga islandaise ne chante ses exploits comme elles le font pour d'autres héros vikings. Son fils Knut, converti au christianisme et cherchant à légitimer son règne aux yeux de l'Église, ne fit rien pour glorifier un père qui avait commencé comme ennemi du Christ. Cette relative obscurité historique explique pourquoi Sven reste aujourd'hui moins connu que son fils Knut ou que d'autres figures vikings comme Ragnar Lodbrok ou Roland de Normandie. Pourtant, ses accomplissements furent au moins aussi impressionnants. Il renversa son propre père pour prendre le pouvoir. Il domina la Scandinavie en écrasant ses rivaux à Svolder. Il vengea le massacre de la Saint-Brice par une décennie de raids dévastateurs. Et finalement, il conquit l'Angleterre, accomplissement que même les grands Vikings avant lui n'avaient jamais réalisé. Aujourd'hui, le nom de Sven survit dans les mémoires de façon inattendue.
Son surnom distinctif, sa barbe fourchue, est devenu un symbole reconnaissable de l'ère viking. Dans la culture populaire scandinave, il représente l'archétype du roi guerrier, l'homme qui refuse de se soumettre aux conventions et forge son propre destin à la pointe de l'épée. Au Danemark, il est célébré comme un héros national, le roi qui étendit la puissance danoise jusqu'à des sommets jamais atteints auparavant. En Angleterre, son souvenir est plus ambivalent, conquérant pour certains, libérateur des colons danois pour d'autres. Les historiens continuent de débattre de son héritage, certains le dépeignant comme un tyran brutal, d'autres comme un stratège brillant et un administrateur compétent. Ce qui est indéniable, c'est que Sven à la barbe fourchue changea le cours de l'histoire. Sans lui, la conquête de l'Angleterre par les Danois n'aurait peut-être jamais eu lieu. Sans son fils Knut achevant son œuvre, l'histoire de l'Angleterre aurait été radicalement différente. Sans l'exemple qu'il donna d'un royaume scandinave unifié capable de projeter sa puissance à travers la mer, peut-être que les ambitions impériales des Vikings auraient dû pris fin avant d'avoir vraiment commencé. L'homme qui naquit bâtard, rejeté par son père royal, devint le roi qui conquit l'Angleterre. L'enfant qu'on refusait de reconnaître força le monde entier à reconnaître son nom. Le rebelle qui tua son propre père pour monter sur le trône mourut en possession du plus grand empire que le monde viking ait jamais connu. C'est cette trajectoire extraordinaire, cette ascension vertigineuse du bas-fond jusqu'au sommet du pouvoir qui fait de Sven à la barbe fourchue l'une des figures les plus remarquables de l'ère viking. Son histoire nous rappelle que les destins ne sont pas écrits d'avance, que même ceux qui naissent dans l'obscurité peuvent, par l'ambition, le courage et la détermination, s'élever jusqu'aux plus hautes positions. Elle nous montre aussi le prix de cette ascension. Un père mort, un royaume conquis par le sang, une vie passée en guerre, et finalement, une mort solitaire, loin de chez soi, dans un pays étranger fraîchement conquis. Quand Sven rendit son dernier souffle à Gainsborough en ce jour de février 1014, il ne savait pas que son fils Knut achèverait son œuvre et régnerait sur un empire encore plus vaste que celui qu'il avait lui-même construit. Il ne savait pas que son nom serait gravé dans l'histoire comme celui du Viking qui conquit l'Angleterre. Mais peut-être, dans ces derniers moments, se rappela-t-il de ce bâtard sans nom élevé au Jomsburg, de ce rebelle qui osa défier son roi de père, de ce guerrier qui ne plia jamais le genou devant personne, et peut-être sourit-il en réalisant qu'il avait accompli plus que tout ce qu'Harald à la Dane bleue avait jamais rêvé possible. Sven à la barbe fourchue mourut roi d'Angleterre, de Danemark et d'une partie de la Norvège. Le fils rejeté avait volé plus que le trône de son père, il avait volé la gloire que l'histoire réservait aux grands conquérants. Et dans cette mort prématurée qui le priva de savourer sa victoire, il y a quelque chose de profondément viking, de profondément tragique et de profondément humain.